Donc, premier problème ici que l'on souhaite résoudre ensemble, c'est à la page 145, le numéro 2 de votre cahier d'exercice. Donc, la situation est la suivante. Sous l'action d'une poussée horizontale constante de 23 newtons, un mobile de 12,5 kg voit sa vitesse passer de 0 à 3,2 mètres par seconde en 4 secondes. Et on cherche dans cette situation-là la grandeur de la force de frottement qui s'exerce sur ce mobile, sur ce véhicule. Donc, première des choses, dans chacune de ces situations, la première des choses qu'on veut faire systématiquement, c'est d'illustrer la situation et surtout d'illustrer toutes les forces qui agissent sur l'objet en question. Donc, c'est parti. Illustrons chacune de ces forces. D'abord, illustrons le bolide ici. Voilà, avec le stylet. Donc, peut-être un peu plus bas pour nous laisser de la chance, de la place ici. Voilà. Parfait. Donc, le mobile, tiens, ce sera une voiture de l'année, comme celle-ci. Donc, désolé pour mes talents d'illustrateur, avec un petit aileron comme ça, pour aller plus vite. Parfait. Et donc, quelles sont les forces qui agissent sur ce véhicule spectaculaire? Eh bien, on l'a mentionné en introduction, il y a la poussée vers l'avant, cette poussée de 23 newtons ici. Et également, donc, dans l'énoncé du problème, on nous indique qu'il y a une force de frottement. Nous discuterons davantage du frottement dans un prochain tutoriel, mais une chose qui est importante à savoir, et on le développera justement dans ce tutoriel, c'est que le frottement, la force de frottement, elle est toujours contraire au sens du mouvement. Donc, c'est-à-dire que si mon objet ici se déplace vers la droite, la force de frottement, elle, se dirige vers la gauche. Et on cherche cette force-là. D'ailleurs, ça peut peut-être être intéressant d'indiquer que dans la situation présente, on établit que le sens du mouvement positif est vers la droite. Donc, l'objet se déplace vers la droite, comme ceci. Est-ce que ce sont les deux seules forces qui agissent sur notre objet? Bon, évidemment, on va négliger là, tous les autres types de frottements et de résistance de l'air, mais il y a d'autres forces quand même en jeu, malgré tout, et nommément la force de gravité. Donc, c'est un objet qui a une masse, donc nécessairement, il est attiré vers le sol avec une force de gravité. Et là, au moment où on se parle, si on trace cette force de gravité vers le sol, ça veut dire que l'objet est en quelque sorte en chute libre, donc il pourrait se déplacer horizontalement, mais il serait en chute libre verticalement. Bien sûr, on l'a vu il y a quelques instants, hein, le sol va supporter le poids, donc par la troisième loi de Newton, et donc on devra illustrer cette force opposée égale à la force de gravité, et cette force qu'on appelle la normale. Et donc, cette force normale vient tout simplement annuler la force de gravité là, que nous avons représentée ici. Donc, on verra, ces deux forces-là, on n'aura pas nécessairement besoin de les calculer systématiquement, mais c'est important de les représenter. Dans d'autres situations, ce sera plus important de non seulement de les représenter, mais de les calculer également. On verra là, ce dont il en relève, là, notamment dans le deuxième exemple. Donc, avec tout ça, comment puis-je arriver à trouver la force de frottement ici? La première chose qu'on peut faire, c'est de commencer toujours avec la deuxième loi de Newton. Donc, la deuxième loi de Newton, c'est toujours notre point de départ. Je vous rappelle sa formulation. Ça nous dit que la force totale qui agit sur un objet, la force résultante, c'est égal à la masse de l'objet fois l'accélération. Donc, peut-être que la première chose que je peux faire, c'est d'établir quelle est cette force totale-là. Quand on parle de force résultante, on doit additionner, dans le fond, les différentes forces qui agissent sur l'objet, mais on veut simplement additionner les forces qui agissent dans le sens du mouvement de l'objet. Puisque si on regarde, par exemple, les forces de gravité et la force normale, ces deux forces-là, en réalité, s'annulent, font en sorte que l'objet verticalement ne se déplace pas. Donc, la force résultante verticalement, elle est nulle, elle est zéro, il n'y a pas d'accélération. Ça ne me sert à rien de les considérer dans le mouvement ou quoi que ce soit. Donc, les deux forces qui m'intéressent dans le mouvement, c'est la poussée vers l'avant
et c'est la force de frottement vers l'arrière. Et donc, la poussée propulse l'objet vers l'avant, la force de frottement empêche d'avancer l'objet à pleine vitesse, et donc, on va établir comme force résultante que c'est la poussée moins la force de frottement qui propulse l'objet vers l'avant. Et tout ça, cette combinaison de ces deux forces-là, c'est la force résultante, c'est la force totale. Et donc ça, c'est égal à la masse de l'objet fois l'accélération de celui-ci. Maintenant, est-ce qu'on connaît certaines valeurs dans cela? Bien sûr, on connaît la poussée de 23 newtons. La force de frottement, c'est ce qu'on cherche. On connaît donc la masse de l'objet de 12,5 kg. Et on ne connaît pas l'accélération. Par contre, on sait que, et il y a des informations très intéressantes qui nous sont données dans le problème ici, que la vitesse de l'objet passe de 0 à 3,2 mètres par seconde en 4 secondes. Donc, c'est des informations qui relèvent, si on se rappelle des notions de l'ancien chapitre, le chapitre sur les mouvements, donc de la vitesse initiale qui est de 0, de la vitesse finale qui est de 3,2 et du temps, donc qui est de 4 secondes. Et je peux donc utiliser une des formules qu'on avait au chapitre précédent pour être capable de calculer l'accélération. Et ça arrivera, ça, dans ce chapitre-ci, qu'on ait à piger dans notre bagage de connaissances antérieures pour calculer donc certaines quantités, notamment l'accélération. Donc, c'est parti. Je sais que l'accélération, c'est égal à la vitesse finale d'un objet moins sa vitesse initiale divisé par la durée du mouvement ou le temps. Donc, l'accélération, c'est la vitesse finale, 3,2 mètres par seconde, moins la vitesse initiale, nulle. Et tout ça est divisé par un temps de 4 secondes. Donc, on peut diviser le 3,2 divisé par 4, et ça va nous donner l'accélération qui est égale à 0,8 mètres par seconde carré, ou encore 0,8 newton par kilo. Rappelons-nous de ce premier tutoriel où on avait introduit les concepts d'accélération, de force, de masse. Donc, l'unité mètre par seconde carré est équivalente à l'unité newton par kilo. Et dans ce chapitre-ci, on privilégiera l'utilisation de newton par kilo. Je vous rappelle que c'est équivalent. Vous pouvez indistinctement utiliser l'un pour l'autre et c'est tout à fait correct. Donc, remplaçons cette accélération dans la formule que j'ai établie ici. Donc, 12,5 newton, 12,5 kg fois 0,8 newton par kilo. Et donc, je peux désormais du côté droit de l'équation multiplier donc, les deux termes, 12,5 fois 0,8, ce qui nous donne donc 10. Et en termes d'unité de mesure, donc kilo s'annule avec kilo au dénominateur. Donc, qu'est-ce qui reste? Ce sont des newtons. Ça tombe bien puisque je suis en train de calculer des forces. Ça tombe bien que j'ai trouvé avec ça, donc 10 newtons. Donc maintenant, comment faire pour trouver la valeur de la force de frottement? Donc, regardez bien ici ce que je vais faire. Je vais faire moins 10 newtons de chaque côté. Ici, ce qui nous donne 13 newton moins force de frottement qui est égale à 0 newton. Et je vais donc faire plus force de frottement de chaque côté pour obtenir la force de frottement du côté droit de l'équation. Et on obtient que la force de frottement est égale à 13 newtons. C'est notre réponse finale. Maintenant, une petite précision ici importante. Dans les chapitres sur les mouvements, une des choses que j'aimais bien faire à la fin de ces problèmes-là, c'est de valider notamment si le signe de notre réponse était valable. Et certains ici pourraient s'étonner que notre réponse ne soit pas moins 13 newtons, puisque la force de frottement agit dans le sens contraire du mouvement. À chaque fois qu'on va calculer une force, donc dans une situation de la sorte, les forces qu'on va calculer seront systématiquement toujours positives.
En quelque sorte, c'est comme si on calculait la norme de la force. C'est comme si on calculait la valeur absolue. Le négatif, on l'a déjà mis en place lorsque nous avons indiqué, je vais utiliser mon surligneur ici une deuxième fois, que nous, pour trouver la force totale, il fallait faire pousser moins force de frottement. Et le fait qu'on a indiqué que c'était la poussée moins la force de frottement, ben ça joue dans le fond, dans notre calcul, ça joue le rôle d'indiquer que cette force de frottement est contraire au sens du mouvement. Et donc, c'est normal qu'on n'obtienne pas en plus, à la fin de notre calcul, une force négative. Parce que là, ça voudrait dire qu'on soustrait une force négative, donc on additionne une force au final. Et donc, c'est tout à fait normal, tout à fait logique. Donc, à chaque fois qu'on calcule une force, jamais on devrait avoir donc une force négative, puisque le calcul prend déjà en charge le signe, si vous voulez, de la réponse. Donc, en additionnant les forces, on prend déjà en charge le signe et il n'y aura donc pas de signe négatif à la fin. Voilà pour un premier exemple. Poursuivons avec un deuxième et dirigeons-nous vers la page suivante, donc dans le cahier d'exercice, la page 146, le numéro 6. Et donc, dans cet exemple, on nous demande, donc on nous dit, là, voici la situation initiale, on tire un traîneau de 6 kg sur la neige avec une force de 32 newtons, tel qu'illustré ci-dessous. Sous l'effet de cette force, le traîneau se déplace à l'horizontale à une vitesse constante. Parfait. Donc, je n'ai pas mis ici le schéma, je vais l'illustrer à l'instant. Donc, ce schéma. Et je vais également là, noter là, les questions au fur et à mesure, puisqu'il y a des questions A, B, C, D, E. Donc, je vais vous indiquer là, ce que sont les questions, mais vous pouvez suivre, bien évidemment, dans votre cahier d'exercice en simultané. Donc, notre traîneau ressemble à quelque chose comme ceci. Il y a un câble qui est attaché comme ça, peut-être avec un angle plus élevé. Je vais me reprendre ici. Voilà. Donc, le câble ici fait un angle de 60 degrés par rapport à l'horizontale. Et la force de 32 newtons, elle est appliquée ici. Donc, je vais indiquer F32. Donc, ça, c'est la force, la tension dans le câble. C'est un terme qu'on va réutiliser à quelques reprises. Et donc, on va vouloir là, utiliser ça là, abondamment. Avant de se mettre à calculer quoi que ce soit, on va peut-être commencer par illustrer quelles sont les autres forces qui sont en jeu sur le traîneau. Donc, évidemment, le traîneau est soumis à la gravité terrestre, donc il y aura une force de gravité dans ce traîneau. Puisque le traîneau est sur le sol, tiens, je peux peut-être illustrer le sol avec une autre couleur ici, rouge, voilà, comme ça. Donc, le traîneau se trouve sur le sol. Donc, le sol supporte le poids du traîneau. Donc, il y aura donc une normale ici qui supporte le poids du traîneau. Et, bon, c'est pas expliqué au début du problème, mais si vous regardez donc la sous-question D, on indique, donc on nous demande de calculer la grandeur de la force de frottement entre le traîneau et la neige. Donc, ça nous indique qu'il y a une force de frottement, donc, du traîneau. Donc, le traîneau, on va imaginer encore une fois qu'il se déplace donc, vers la droite, sens positif de notre mouvement. Et donc, la force de frottement, elle, sera contraire au sens du mouvement, c'est-à-dire vers la gauche. Donc, on a fait le topo ici de toutes les forces qui étaient en jeu. Et on va tenter donc de répondre aux différentes questions. Donc, la question A, elle nous demande de calculer donc la force, la composante horizontale de la force qui est dans le cadre de la force de 32 newtons. Qu'est-ce qu'on veut dire par ça? Je vais utiliser ici un crayon de couleur pour être capable de bien distinguer ce qu'on s'apprête à faire. C'est que notre force ici, à 60 degrés de 32 newtons, elle a deux effets. Premier effet, c'est de faire en sorte que le traîneau avance vers l'avant. Ça, c'est la composante horizontale de la force qu'on va nommer Fx. Et c'est ce qu'on cherche dans notre première question A. Deuxième effet,
en tirant sur la corde avec un angle vers le haut, on soulève légèrement le traîneau. Donc, on tire le traîneau vers le haut. Je vais peut-être reprendre ici ma première flèche pour que ça soit un peu plus droit. Voilà, comme ça ici. Première flèche, force ici comme ça. Ensuite, il y a un angle droit, bien sûr, entre les deux. Voilà. Je peux remettre comme j'étais. Voilà ici. Donc, angle droit. Et donc, la composante verticale de cette force, on va l'appeler FY, vers le haut ici. Donc, la question A, c'est de calculer la composante horizontale de la force. La question B, c'est de calculer la composante verticale de la force. Donc, ce ne sont pas des calculs qui sont terriblement complexes parce qu'on a fait ça à quelques reprises. C'est de trouver les composantes à partir de la norme et de l'orientation d'un vecteur. Donc ici, on a l'hypoténuse ou la norme qui est de 32 newtons. Donc si je veux trouver la composante en x, ben, je peux multiplier la norme par le cosinus de 60. C'est ce que je vais faire ici pour calculer f de x. Donc je vais mettre la force fois cosinus de l'angle. Si je fais ça ici, donc la force c'est 32 newtons, fois cosinus de 60 degrés. Et cela, si ma mémoire est bonne, devrait nous donner donc un résultat de 16. Voilà, c'est réglé. 16 newtons ici. Donc, j'ai trouvé la composante horizontale de la force. Donc, la partie de 32 newtons qui fait avancer le traîneau, c'est 16 newtons. On peut faire exactement le même calcul, cette fois-ci en B. Donc, pour calculer cette fois donc, la composante verticale, mais en faisant donc la force fois sinus de l'angle. Donc, 32 newtons fois sinus de 60 degrés. Et cela devrait nous donner, là, je vais donner une réponse approximative parce que ce ne sera pas précis à 100%. Donc, 32 fois le sinus de 60, ça nous donne environ 27,71 newtons. 27,71 newtons. Voilà. Donc, ça, c'est la composante verticale. On s'attendait que la composante verticale soit plus grande que la composante horizontale, bien sûr. Pourquoi? Bien parce que on voit que l'angle de 60 fait face donc à un côté opposé qui est plus grand. Et l'angle de 30, là, ici, là, qui serait l'autre angle à l'intérieur de ce triangle-là, fait face à un côté qui est plus petit, donc de 16 newtons. Donc, la question A, la question B, ça va. Question C également, ça ne devrait pas être si mal. Donc, la question C nous demande d'établir quelle est la force de gravité, donc, qui est exercée par le traîneau sur le sol. Donc, cette force de gravité, on connaît la masse du traîneau qui est de 6 kg. Donc, on sait que la force de gravité, ben, se calcule avec la masse fois l'accélération gravitationnelle sur Terre, qui est de 9,8. Donc, pas très, très complexe de calculer cette chose-là. C'est parti. Donc, 6 kg fois 9,8 newtons par kilo. Et donc, c'est parti pour notre calcul. Donc, 6 fois 9,8, ça nous donne donc une masse de 58,8, pardon, pas une masse, mais plutôt un poids de 58,8 newtons. Parfait. Donc, les trois premières questions ABC, je pense qu'elles sont assez simples, elles sont assez efficaces. Donc, ce n'est pas des calculs qui sont particulièrement complexes. Ça se corse à partir de la question D. Donc, non pas que les calculs qu'on s'apprête à faire seront plus difficiles, mais il faut raisonner un peu à la situation. Il faut bien comprendre notre schéma ici avec les différentes forces. Donc, pour la question D, on nous demande de découvrir quelle est cette fameuse force de frottement qui agit par rapport au sol. Donc, quel genre de calcul on pourra faire ici pour trouver ça? Bien, il n'y aura pas de calcul, parce qu'il faut simplement analyser la situation. Donc, qu'est-ce qui se passe sur le plan horizontal ici, dans notre mouvement? Bien, on a la force qui dans la corde, et plus spécialement la force en X, qui propulse donc le traîneau vers l'avant. Et on a la force de frottement qui, elle, ralentit le traîneau dans sa progression. Et sous l'effet de ces deux seules forces, les trois autres forces, c'est-à-dire la force de gravité, la normale
et la force verticale, donc la composante verticale de la force dans le câble. Donc, ce sont toutes des forces verticales, donc ils n'ont pas d'incidence sur le mouvement. Donc, sous l'effet de ces deux forces-là, on a une situation où le traîneau se déplace, pardon, je vais remettre ici mon surligneur, le traîneau se déplace donc à vitesse constante. C'est une donnée absolument essentielle. Qu'est-ce que ça veut dire, cette chose-là? Qu'est-ce qu'on veut bien vouloir dire avec une telle information? Donc, si on se déplace à vitesse constante, donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'accélération, la vitesse demeure toujours la même. Et surtout, on a mentionné un peu plus tôt que lorsque la vitesse est constante, selon la première loi de Newton, donc la première de Newton, si l'accélération est nulle ou si la vitesse est constante, ça veut dire que la force résultante est égale à 0. Et donc, si j'ai une force résultante qui est de 0 ici, au niveau de mon mouvement horizontal, ça veut dire que la force avec laquelle j'avance est égale à la force à laquelle j'empêche d'avancer, la force de frottement. Donc, la force de frottement est égale à la force vers l'avant en X, qui est égale à 16 newtons. Aucun calcul nécessaire, c'est simplement l'analyse de la situation en combinaison avec le fait qu'on soit à vitesse constante, qui nous indique dans le fond que on a, selon la première loi de Newton, une force résultante de 0. Et donc, ça nous donne directement la réponse. Maintenant, dernière question, la question E. On cherche donc la valeur de la normale ici. Et donc, on a toutes les forces, sauf celle-là. Hein? On a la force de frottement, on a la force de gravité, la force en X, la force en Y dans le câble. Il nous manque la normale. C'est la dernière force qu'on cherche ici. Donc, comment trouver cette force-là dans cette situation-là? Encore une fois, là, à la question D, on a analysé ce qui se passait horizontalement, mais là, on va analyser ce qui se passe verticalement. Donc, que se passe-t-il verticalement? Bien, d'une part, verticalement, les forces s'annulent, bien sûr, hein, parce que, bien sûr, les forces vers le haut annulent celles vers le bas, parce qu'évidemment, il n'y a pas de force résultante. L'objet n'est pas en train d'accélérer ni vers le haut ni vers le bas. Et ce qui veut dire que les forces qui agissent vers le haut égalisent, annulent, équilibrent les forces qui agissent vers le bas. Et donc, sur le plan vertical, si on définit dans le fond le sens positif vers le haut, on peut établir une relation entre les différentes forces qui agissent sur le plan vertical. Donc, c'est-à-dire qu'on a la normale qui agit sur le plan vertical vers le haut, et on a également la force en Y qui agit sur le plan vertical vers le haut. Et tout ça est annulé par une force, donc, vers le bas, qui est la force de gravité. Donc, les deux forces, la normale et la force en Y, annulent la force de gravité qui agit vers le bas. Autrement dit, la somme de la normale et de la force en Y est égale à la force de gravité vers le bas. Et donc ensuite, je peux remplacer avec les différentes valeurs. Donc, la force en Y vers le haut, 27,7,71 newtons, est égale à la force de gravité de 58,8 newtons. Et donc, si je soustrais ça, donc à 27,71, j'obtiens donc une force ici normale de 31,09 newtons. J'entends déjà des gens se dire ici, mais comment se fait-il que la normale n'est pas égale à la force de gravité? C'est ce qu'on a vu un peu plus tôt dans le tutoriel en disant que, voilà, la normale vient annuler la force de gravité. C'est parce que la normale n'est pas seule à supporter le poids du traîneau.
Donc, ce n'est pas juste le sol qui supporte le poids du traîneau. Donc, la normale fait une partie du travail à 31,09 newtons. Et l'autre partie du travail, c'est la personne qui tire le traîneau qui le fait, puisqu'il soulève le traîneau vers le haut avec une force de 27, et combiné à la force de 31 que le sol exerce sur le traîneau, ben, ces deux forces-là viennent annuler donc la force de gravité à 58,8. Donc, le fait de soulever le traîneau, ça allège en quelque sorte le travail là, ou la force que doit exercer le sol, la force normale que doit exercer le sol pour soutenir le traîneau. C'est plus facile, en quelque sorte, pour le sol de soutenir le traîneau, puisqu'on est en train de le soulever un peu. Donc, on allège la force de gravité qui applique sur le sol. Donc voilà, c'était un deuxième exemple très complet. Donc, ce tutoriel était un peu plus long pour nous permettre de bien saisir là, toutes les subtilités de ce qui se passe en termes des trois lois de Newton et bien saisir là, comment on applique ça dans différents exemples. Donc, en ce sens-là, je vous invite à partir de maintenant à travailler vos exercices et vous verrez également que dans les prochains tutoriels, nous utiliserons encore ces principes dans d'autres circonstances, dans d'autres contextes. Voilà, donc on se revoit dans le prochain tutoriel et sur ce, donc, je vous souhaite bon travail.